par Météo France, mais ça n'est pas tout. La nationale 118 a été inondée, la circulation des trains perturbée et 11 000 foyers se sont retrouvés sans électricité dans le Val d'Oise. Le résumé de la soirée avec Augustin Donadieu. L'épisode orageux aura été aussi violent que soudain et il aura impacté la vie des Franciliens à tous les niveaux. Sur la route d'abord, la N118, l'une des voies principales pour joindre Paris, a été inondée, entraînant d'importants embouteillages. Sur les rails, le trafic était guère mieux. La gare de Lyon s'est retrouvée paralysée plusieurs heures durant, sans qu'aucun train ne puisse y arriver ou en partir. En cause, une panne électrique due à une bâche tombée sur une caténaire et des arbres tombés sur les voies. Au début, on pensait 20 minutes, ensuite une demi-heure, ensuite 1 heure, ensuite 1h30, ensuite 2 heures. Voilà. Il y a eu 2 heures de retard, 1h50 à cause de l'orage et d'une panne d'électricité à Maison-Alfort, je crois. Pour les usagers du métro, il fallait se mouiller les pieds. Les pluies intenses ont inondé plusieurs bouches du métropolitain. Dans le Val d'Oise, au nord de la capitale, les équipes d'RTE ont travaillé toute la soirée pour rétablir l'électricité à plus de 11 000 foyers privés de courant. Ailleurs, en Seine-Maritime, les vents violents filmés par cet habitant ont entraîné une brève tornade. Les pompiers du département ont effectué 81 interventions, principalement liées aux inondations dans le secteur de Dieppe. Alexandra Blanc avec nous. Alexandra, pourquoi est-ce que le temps est si capricieux, pourquoi est-ce que le ciel est si capricieux en ce moment ? Et nous avons ce qu'on appelle en météo des conflits de masse d'air et ça fait quand même quelques temps que ça dure depuis le 27 mai 2023. Les orages sont bel et bien au rendez-vous et finalement tout le monde a été concerné par les orages ou presque. Les orages qui ont été d'ailleurs particulièrement forts dans le sud-est la semaine dernière. Et là, c'est de nouveau autour des régions du nord d'avoir un temps instable. Alors, on va le voir sur la carte. Finalement, 80-90% du territoire a hier été touché par ces orages, ces cellules orageuses, principalement entre le sud-ouest et le nord-est. On a eu des orages sur le bassin parisien et notamment sur les régions de l'Est également, entre, vous le voyez, la Bourgogne ou encore le Sud-Ouest. Plus c'est rouge, plus les orages ont été intenses et forts. Alors pourquoi ces orages ? Nous avons un air assez frais en altitude et nous avons de l'air chaud au sol, puisque vous le savez, les températures dépassent allègrement les 25 degrés depuis déjà plus de 3 semaines. Et donc, conséquence, les deux masses d'air, quand elles se rencontrent, elles donnent des orages et des orages particulièrement forts, puisqu'ils restent souvent stationnaires et ils déversent donc des trombes d'eau en seulement quelques minutes. Vous le voyez, vous le voyez sur ces images. Hier, du côté de Paris, la N118 complètement inondée, puisqu'avec ces orages qui ne durent pas vraiment longtemps, on a d'une part des trombes d'eau, mais également du vent très fort. 123 km/h de vent relevé hier en haut de la Tour Eiffel, ou encore 105 km/h de vent à Orly, où d'ailleurs certains vols ont été retardés à cause du mauvais temps. Voilà, des problèmes également sur les rails. Ah oui. Merci beaucoup Alexandra. Le salaire des cadres augmente en France. C'est ce que révèle l'Association pour l'emploi des cadres. Oui, 57% bénéficient d'une augmentation individuelle ou collective l'année dernière, soit 11 points de plus par rapport à 2021. C'est une augmentation record. La rémunération annuelle brute médiane s'établissait à 55 000 euros pour les hommes et 48 000 euros pour les femmes en 2022. Écoutez ce que propose François Bayrou, le patron du MoDem. Il s'est dit favorable à imposer une petite participation pour les plus aisés, les plus riches, pour faire simple. Quand on va chez le médecin, ceux qui ont les moyens payeraient un petit peu plus cher que les autres. C'est ce que propose François Bayrou. Ça va faire réagir. C'est une contribution qui permettrait de régler la question du prix de la consultation. Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Que pensez-vous de cette participation volontaire ? Écoutez vos réponses, c'est votre avis. C'est une réflexion globale qu'il faut avoir, pas une énième taxation. Et les Français en ont un peu ras-le-bol. Dans ces cas-là, effectivement, ceux qui le peuvent, ils pourraient mettre la main plus à la poche, effectivement. Je partage cette idée. Je pense que si on a les moyens, on peut contribuer un petit peu, en fonction de ses moyens, à décharger un petit peu le budget de la sécurité sociale. Le système a besoin d'argent, oui, mais ce n'est pas à nous de payer. Déjà qu'on commence à faire payer 1 euro d'impôt à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table de cette proposition de François Bayrou ? Bon, on a toujours des bonnes idées pour faire payer. En France, on a les champagnes. Bon, ceci dit, 25 euros, 26,50 euros. Est-ce que c'est le vrai prix d'une consultation chez le médecin, Chana ? Ça vous laisse sans voix. Ça laisse sans voix. C'est bien plus cher chez le voisin européen. Non, c'est toujours en dessous du prix de la consultation. Oui. C'est vrai que ce qui est important, c'est que tout en restant dans une forme de justice, effectivement, il y ait quand même l'impression de payer quelque chose pour qu'on sache que c'est pas gratuit, qu'il y a un moment où il y a quand même quelqu'un qui paye. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on arrive avec notre carte verte, là, la carte vitale,
et on repart sans échange d'argent. Donc il y a ce sentiment de gratuité. Le procès de la SNCF dans l'affaire de la mort du chat Neko s'ouvre aujourd'hui. Souvenez-vous, c'était en janvier dernier, en gare de Paris-Montparnasse. Ce chat s'était réfugié sous le train qu'il devait prendre avec sa maîtresse. Et la SNCF avait refusé de retarder le départ, causant la mort de Neko. La propriétaire du chat et la fondation 30 millions d'amis ont porté plainte. Émilie Gougache. L'alerte avait pourtant été lancée par sa propriétaire. Mais ce 2 janvier 2023, alors qu'il se trouvait sur les rails, les agents de la SNCF ont autorisé le train à quitter le quai, causant la mort tragique de Neko. Un acte délibéré selon l'avocat de la fondation 30 millions d'amis qui a porté plainte contre la SNCF dans la foulée. La SNCF a des process qui leur permet de faire venir des équipes spécialisées pour dégager les voies. Et quand bien même ces équipes ne seraient pas disponibles, ils appellent les pompiers qui sont tout à fait habilités à le faire. Ce lundi, l'avocat doit plaider l'incompétence du tribunal de police qui juge la SNCF pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique. L'infraction retenue par le ministère public, c'est le fait involontairement d'avoir causé la mort. Et c'est ce que nous contestons, puisque pour nous, c'est-à-dire pour la Fondation 30 millions d'amis et la propriétaire du chat de Neko, c'est un acte volontaire. Si le tribunal de police est reconnu comme incompétent pour juger l'affaire, elle sera renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris. La SNCF sera alors jugée pour avoir volontairement donné la mort à Neko. Des faits passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Plus d'armes et plus de munitions pour l'Ukraine, c'est ce qu'annonce le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton dans Le Parisien. Selon lui, la guerre en Ukraine est une guerre de haute intensité où ces armes et munitions jouent un rôle crucial. Il rappelle également que l'Europe s'est engagée à fournir dans les 12 mois 1 million de munitions de gros calibre aux Ukrainiens. Alors, Général Bruno Clermont avec nous, comment fait-on pour fabriquer autant de munitions de gros calibre en si peu de temps ? Écoutez, il faut s'organiser. Donc le but, c'est que l'Union européenne s'organise pour être capable d'augmenter ses capacités de production. Peut-être 2 chiffres pour commencer. D'abord, le conflit en Ukraine, on estime que c'est entre 5 et 10 millions d'obus qui sont tombés sur l'Ukraine, entre les Ukrainiens et les Russes. Deuxième chiffre, c'est que la France, l'armée française, commande à son industriel préféré 5 000 obus par an. Donc vous voyez, entre 5 000 et 10 millions, il y a une échelle de valeur qu'il va falloir augmenter. Donc le plan de l'Union européenne, du commissaire Breton, c'est un plan en 3 volets. Premier volet, c'est 1 milliard pour que les pays vident leurs stocks pour les donner à l'Ukraine. C'est en cours actuellement. Le deuxième volet, c'est 1 milliard supplémentaire pour que les Européens s'organisent avec des achats groupés pour être capable d'envoyer ce fameux million d'obus dans les 12 prochains mois. Puis un troisième volet du plan, qui cette fois-ci c'est 500 millions d'euros de la Commission européenne, qui vise à restructurer l'industrie de munitions en Europe de manière à la rendre plus solide et plus résiliente dans les années qui viennent, avec un petit bémol important, c'est qu'on voit petit à petit la Commission européenne, qui dans ce domaine-là n'a pas de responsabilité au-delà de l'initiative, ce sont les États qui ont la main sur les questions militaires, prendre déjà de l'autorité sur ce domaine militaire, en particulier en étant capable d'interférer, par exemple, sur les licences d'exportation, sur la façon dont la programmation va se faire dans les usines européennes. Donc là, c'est un sujet qui est veillé avec beaucoup d'attention par Matignon, puisque c'est Matignon qui est en charge du régime d'exportation, des règles d'exportation des armements de la France vers l'étranger. Donc une initiative importante, mais une initiative qui en elle-même porte un certain nombre d'évolutions de l'Union européenne sur lesquelles il va falloir réfléchir attentivement. C'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté aussi, aider l'Ukraine bien sûr, mais il faut faire attention aux conséquences des mécanismes qui se mettent en place vis-à-vis des responsabilités de la Commission et de l'Union européenne par rapport aux États. Merci beaucoup mon général. Le salon aéronautique du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui. Pour sa 54e édition, il va accueillir plus près de 2500 exposants. Jusqu'à dimanche, il y aura 300 startups, tout un lot d'innovations. Qui dit innovation, dit Michel Chevalet. Il y est allé en avant-première, il nous présente les nouveaux modes de transport aérien. Regardez. Le salon du Bourget, pour le grand public, bien sûr, c'est d'abord le show aérien. Alors ça, vous allez être gâtés. Vous allez voir le Rafale. Ah, il n'y a pas les Russes, je vous signale. Vous allez voir le F-16 américain. Vous allez avoir l'A400M. Vous allez voir les Airbus, les Boeing. Et puis, surtout, pour la première fois, regardez ce que l'on va voir. C'est plus un hélicoptère. C'est plus un avion, c'est une nouvelle race d'engins. Ce sont les EVTOL, c'est-à-dire des véhicules électriques qui peuvent se poser et décoller verticalement. Le secret, c'est 1, la propulsion électrique,
de multiplier le nombre d'hélices, un peu, vous voyez, comme les cornes d'un cerf au-dessus de sa tête. Et celui-ci, eh bien, c'est celui qui est retenu pour desservir, durant les Jeux Olympiques, Paris. Et c'est pas tout, il y en a plein sur le stand. Celui-là, regardez, c'est la guerre des étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moteurs avec leurs hélices, mais des moteurs qui basculent. Comme le Bell Osprey américain. Vous voyez, c'est un engin déjà beaucoup plus gros. C'est une nouvelle génération pour desservir les villes. C'est en quelque sorte la nouvelle mobilité. C'est génial. On dirait un gros drone. Voilà, un gros drone pour se déplacer. Général Clermont, commentaire, vous qui êtes pilote. Non, mais tout ce qui est électrique, décarboné, transport individuel, transport collectif, ça va être un point important du Salon du Bourget avec beaucoup d'innovations et beaucoup de propositions. Restez bien avec nous, 7h42. Dans un instant, on va parler de cette déclaration d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, vous savez. Certains métiers n'existeraient pas sans les travailleurs immigrés. C'est ce qu'a dit Olivier Dussopt. Vrai, faux, entre les deux, on va voir ça avec Lomique Guillot. À tout de suite. Du travail, Olivier Dussopt. Alors, est-ce que c'est vrai que des pans entiers de notre économie dépendent de la main-d'œuvre étrangère ? Alors des pans entiers, sans doute pas, Romain, et il est sans doute aussi exagéré de dire que sans main-d'œuvre étrangère, certains métiers n'existeraient pas. En revanche, il est exact que dans certains secteurs, la main-d'œuvre étrangère est présente dans des proportions très élevées en France. Interrogé hier sur Radio J, Olivier Dussopt, ministre du Travail, a rappelé que les travailleurs immigrés représentent 3% des travailleurs en France, mais selon lui, dans certains secteurs, il a cité notamment les commis de cuisine et les femmes de ménage, la proportion de travailleurs étrangers grimpe à 25%. Alors, l'idée est exacte, pas tout à fait les chiffres. En 2017, la France comptait 2,7 millions de travailleurs immigrés. Les immigrés occupent un emploi sur 10 en France, mais 4 emplois sur 10 dans les métiers difficiles. Dans le détail, ils occupent 38,8% des emplois d'employés de maison, 28,4% des emplois de vigiles, 27% des emplois peu ou pas qualifiés dans le BTP, 22% en cuisine et vous le voyez, 17,4% des emplois d'agents d'entretien. Pourrait-on s'en passer, le Guillot, ou pas ? Eh bien, théoriquement, avec un taux de chômage à 7%, on pourrait en grande partie s'en passer si tout le monde travaillait, à condition évidemment que les Français acceptent de faire ces métiers avec les contraintes qui vont avec. Or, ces contraintes sont nombreuses. Selon la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail, les immigrés, dit la DARES, se concentrent dans les professions avec d'importantes contraintes physiques ou horaires, du travail répétitif, des périodes de travail en dehors des plages de travail habituelles, comprendre de nuit ou les week-ends, et un morcellement des journées de travail, c'est-à-dire des horaires qui commencent très tôt le matin, des interruptions dans la journée et du travail le soir. Mais malgré tout, c'est bien une question de volonté, parce que quand on regarde les chiffres, pour les travailleurs immigrés, on constate qu'ils ont généralement des niveaux d'études largement supérieurs au niveau des postes qu'ils occupent, mais ils acceptent de faire ces métiers pour avoir un emploi. Et les travailleurs immigrés sont aussi en moyenne moins payés que les Français, 1 700 € par mois contre 1 900 pour les salariés français. Que faudrait-il faire pour les métiers dits en tension alors ? Eh bien, avant de songer à faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, il faudrait donc surtout travailler sur l'attractivité de ces métiers et leur rémunération. D'autant que l'économie fonctionne, on le sait, par cycle. Pour l'instant, on semble être en route vers le plein emploi. On a donc besoin de main-d'œuvre, mais ça peut très bien ne pas durer. Or, si on fait venir des travailleurs étrangers aujourd'hui, on prend le risque demain d'avoir plus de chômeurs. D'autant que quand on regarde le taux de chômage chez cette population de travailleurs immigrés, le chômage y est supérieur par rapport à l'ensemble de la population. Et le taux d'emploi des immigrés âgés de 15 à 64 ans est inférieur à celui du reste de la population, 56% contre 65%. C'est pratiquement 10 points d'écart. Là encore, tout ça montre qu'il y a un effort à faire et un sujet autour de l'accès ou du retour à l'emploi. En clair, faire travailler ceux qui sont là, qu'ils soient français ou étrangers, avant même de songer à faire venir plus de bras d'ailleurs. Lomique Guillot, merci beaucoup.